Le président de la République a échangé aujourd'hui avec le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Au menu, la désignation du nouveau secrétaire général de l'OIF prévue fin novembre prochain. Le bureau central de la Commission électorale indépendante passe de 6 à 9 membres avec un 4e poste de vice-président et 2 postes de secrétaire général adjoint. Le projet de loi a été validé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les étudiants qui n'avaient pas pu s'inscrire pour l'année académique 2013-2014 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pourront le faire du 20 octobre au 21 novembre 2014, délai de rigueur selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hier, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a tenu une rencontre avec les opérateurs des grandes surfaces de distribution à la quoi de remis leur demande de faire la promotion des emballages réutilisables dans leurs boutiques et magasins. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Direction tout de suite le palais présidentiel. Pour commencer, le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Les échanges ont porté sur la désignation du nouveau secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, prévue fin novembre prochain. On fait le point avec notre reporter Awa Touré. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, et actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pierre Buyoya est venu solliciter le soutien du président de la République Alassane Ouattara et lui présenter par la même occasion son ambition pour la francophonie. Qu'est-ce que je vais faire fondamentalement? C'est d'abord consolider l'identité de la francophonie autour de la langue, la diversité culturelle. Par exemple, je propose de la mise en place d'une fondation pour la promotion de la langue française. Je propose de faire de l'éducation la priorité des priorités. Je propose de travailler que la francophonie contribue à ce que le français soit beaucoup plus présent sur la toile. Alors, en ce qui concerne le domaine politique, je propose que la francophonie aille plus loin dans la prévention des conflits. Je propose un collège de médiateurs fait de hautes personnalités de l'espace francophone. Je propose un observatoire de bonnes pratiques démocratiques. Et je propose que la francophonie contribue à la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne le domaine économique, c'est un chantier nouveau. Je propose de créer un groupe de travail pour réfléchir sur les stratégies et les actions prioritaires. La francophonie va désigner les 28 et 29 novembre 2014 au sommet de Dakar son nouveau secrétaire général. Vous l'avez donc entendu, le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel est candidat au poste de secrétaire général de la francophonie. Pierre Buyoya a déclaré sa candidature en avril dernier et il vient d'expliquer à la presse son ambition pour la francophonie contenue dans un document qu'il nomme « Mes 15 propositions pour la francophonie », le témoignage de Sidonie Davila. Après 2 mandats passés à la tête de son pays, le Burundi, Pierre Buyoya décide de mettre toute son expérience au service de la francophonie. Depuis quelque temps, il parcourt les capitales africaines et européennes pour expliquer sa vision et son ambition. L'ex-chef d'État burundais se définit comme un citoyen du monde, un réformateur, un militant de la paix et de la démocratie. Ses atouts fondés sur sa longue expérience politique et diplomatique l'inspirent à aller plus loin dans la promotion de la francophonie. Toutefois, en se basant sur les acquis de cette institution. Prévue les 28 et 29 novembre prochains, l'élection au poste de secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie opposera l'actuel représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel à 4 autres candidats. Mais l'ancien président burundais veut compter sur le soutien de certains chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, pour briguer ce poste.
Le bureau central de la Commission électorale indépendante passe de 6 à 9 membres avec un 4e poste de vice-président et 2 postes de secrétaire général adjoint. Le projet de loi a été validé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Il a été présenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un reportage signé Léon Pro. Il maintient à 17 l'effectif de la commission centrale et fait passer de 6 à 9 les membres du bureau de la commission électorale indépendante CEI. Le projet de loi pour modifier la composition de l'organe en charge des élections crée 3 nouveaux postes, un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints au bureau de la CEI. Face à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour obtenir l'aval des députés, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, n'a pas maille à partir. Ahmed Bakayoko a seulement expliqué que cette modification est le fruit du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement et d'ajouter qu'elle vise à créer l'équilibre tant recherché par l'opposition au sein du bureau pour ainsi aboutir à une CEI consensuelle. Le président de la République attache du prix à la participation de tous au processus électoral et vous avez été témoin des réclames un peu de l'opposition. Cette modification devrait permettre de faire participer tout le monde, d'abord au sein du présidium de la CEI, c'est-à-dire les présidents et les 4 vice-présidents. Tous les courants pourraient être représentés et donc ce bureau plus équilibré devrait permettre donc la participation de toute l'opposition à la commission électorale indépendante. L'examen en commission de cette autre modification de la composition de l'institution n'aura duré qu'1 heure et demie, le temps pour les députés de s'assurer qu'elle présente les garanties d'un retour de l'opposition à la CEI. Reste maintenant le vote de ce projet de loi en plénière pour espérer des élections libres, ouvertes, participatives et apaisées en 2015. Le ministre des Transports était aussi devant les députés. Gaoussou Touré est allé présenter 8 projets de loi concernant le domaine de l'aviation civile aux députés de la Commission des relations extérieures. Et ces projets ont été tous adoptés. Reste maintenant la ratification par le président de la République pour permettre à la Côte d'Ivoire, notre pays, d'obtenir la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le reportage de Sidonie Davila. La mise en place d'un cadre juridique est l'une des conditions pour l'obtention de la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le gouvernement est à l'œuvre. 8 projets de loi sur la sécurité et la sûreté de l'aéroport ont été présentés par 2 commissaires du gouvernement à la Commission des relations extérieures. Aujourd'hui, nous avons un très bon espoir parce que la certification se passe en 2 phases. D'abord, nous avons la certification de l'OACI qui est la certification internationale la plus importante. Bon, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à travers les ratifications que nous aurons à partir de cette séance, que d'ici la fin de l'année, nous sommes certains d'avoir la certification OACI. Mais en plus de la certification OACI, maintenant, il faut avoir la certification américaine. La mise en œuvre de cette réglementation, à terme, est d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aéroport et permettre ainsi à tous les pays, y compris les USA, de desservir la Côte d'Ivoire, souligne le ministre des Transports. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, de retour d'une mission avec le chef de l'État, assure que les lignes de certains pays comme la Corée, l'Argentine, le Brésil, le Canada seront bientôt ouvertes. Le bureau Scanner est un département des douanes ivoiriennes qui a pour objectif de contrôler au moyen de scanners, bien sûr, les conteneurs suspects. Mais question, comment se font les contrôles à ce bureau? Quelle est la procédure de dédouanement? Hier, le chef du bureau Scanner Côte d'Ivoire était face à la presse. Il a expliqué tous les contours de cette activité douanière. C'était en présence d'Ali Diarasouba. Incursion ce mercredi au cœur du bureau Scanner Côte d'Ivoire, un département des douanes ivoiriennes qui a pour vocation d'optimiser le recouvrement des finances de l'État ivoirien en zone portuaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au titre de l'année 2014, du 1er janvier à la date du 30 septembre, le bureau Scanner a permis de recouvrer à lui seul 2,157 milliards de francs CFA de droits compromis, ce qui représente des frais qui auraient pu échapper aux recettes douanières. En droits et taxes, les performances du bureau Scanner, dirigé par le commandant Diabaté, sont tout aussi dynamiques.
Comme performance, pour le mois de septembre uniquement, nous avons pu recouvrer en droits et taxes 17 milliards de francs CFA. Nous procédons, n'est-ce pas, à recouvrer les droits de l'État de Côte d'Ivoire. Notre rôle ici, n'est-ce pas, est de soigner les intérêts du trésor public, des recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Le scanner, c'est en fait cet appareil à rayon X dont la technologie permet de scruter et balayer du regard les conteneurs suspects passibles de contrôle. Le but ultime est d'intercepter toute présence de marchandises dissimulées non déclarées aux douanes ivoiriennes à travers une cellule imagerie qui contrôle virtuellement le contenu des conteneurs. 2 minutes en moyenne suffisent pour scanner 2 conteneurs de 40 pieds. Le bureau scanner d'Abidjan allie exigence dans le recouvrement des recettes douanières et satisfaction des opérateurs. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas de problème au niveau des scanners. Parce que lorsque un conteneur qui passe au scanner et qui est déjà visualisé par la douane, pour un non suspect, le client est en possession de sa marchandise. Ça fait un premier point. Et ça nous permet aussi de faire évacuer rapidement les conteneurs qui sont à notre charge. Le bureau scanner Côte d'Ivoire est exploité de façon conjointe avec le BIVAC Bureau Veritas pour une durée de 15 ans. On en arrive aux Journées nationales des PME et de l'artisanat. Cette deuxième journée des Assises nationales de promotion des PME a été marquée par la présentation de l'offre tarifaire de la RTI aux petites et moyennes entreprises et industries. Baptisée RTI pour tous, cette offre a pour but de donner plus de visibilité aux PME pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs managériels, marketing et financiers, nous explique Adama Kone. La radiodiffusion-télévision ivoirienne se rapproche des petites et moyennes entreprises. Un service spécialisé de communication baptisé RTI pour tous leur est offert. Les raisons sont d'ordre stratégique et de portée nationale. L'État de Côte d'Ivoire parle de l'émergence à l'horizon 2020. C'est un projet qui est considéré par tous ce qui est institution de l'État. Et la RTI s'inscrit pleinement dans ce schéma. Et pour ce faire, nous avons donc pensé à une offre spéciale dédiée aux PME parce que c'est avec les PME qu'une nation se bâtit. Très clairement, il est question de donner du relief aux activités des PME en leur ouvrant grandement les portes des consommateurs. Aujourd'hui, nous avons commencé avec une offre à 490 000 pour les PME, mais pas pour un spot, mais pour plusieurs spots. Par exemple, vous aurez 3 spots sur RTI 1, 5 spots sur RTI 2 et 6 spots soit sur Radio Côte d'Ivoire, soit sur Fréquence. Et ce n'est pas tout. Les offres sont susceptibles d'évolution. En fonction des résultats, on fera comment et rééquilibrer encore les tarifs. Avec ces différents produits, la Fédération ivoirienne des PME réagit automatiquement. Vous savez que les PME n'ont pas assez de moyens et en faisant cette offre, vous donnez l'opportunité à tout le monde de se reconnaître. Et c'est en cela que la FIPME adhère à ce nouveau programme, à cette grille de tarification. Et nous remercions la RTI qui est vraiment un partenaire pour la FIPME. Les premières journées de promotion des PME, dans le cadre desquelles l'offre de la RTI a été présentée aux chefs d'entreprise, s'achèvent ce samedi 18 octobre 2014 à Abidjan. Et la RTI fait aussi la promotion des fictions Made in Côte d'Ivoire pour développer la production, la diffusion et la distribution de fictions ivoiriennes et africaines. La direction générale a créé RTI Production et RTI Distribution. Mais comment se présente le label qualité RTI Production? Nous en saurons davantage dans nos prochaines éditions avec notre reporter Serge Coléa. Les étudiants qui n'avaient pas pu s'inscrire pour l'année académique 2013-2014 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pourront le faire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de leur accorder un nouveau délai. Les inscriptions débutent du 20 octobre au 21 novembre 2014 et les étudiants retardataires sont invités à respecter ce délai. Konaté Moussa, Grâce Kando. Un autre délai accordé aux étudiants retardataires pour les inscriptions 2013-2014 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les étudiants retardataires sont invités à s'inscrire obligatoirement du 20 octobre au 21 novembre 2014.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est formel. Passé ce délai, aucune autre date ne sera fixée pour les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les délégués généraux des UFR satisfaits de la décision du ministère appellent leurs camarades à venir s'inscrire. Nous invitons donc tous les étudiants à respecter ce délai. À cet effet, tous les services seront ouverts. Les étudiants retardataires ont donc un mois pour remplir les formalités d'inscription et demeurer dans l'effectif des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Rappelons que les dernières inscriptions avaient pris fin le 29 août dernier. L'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique de Lausanne en Suisse viennent de signer une convention. L'objectif est de doter l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro d'une antenne satellite afin de permettre aux étudiants de prendre les cours à distance. On retrouve Grace Kando. L'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, se dote d'une antenne satellite. Celle-ci va permettre aux étudiants de l'Institut d'avoir accès aux cours MOOC, Massive Open Online Courses, une formation à distance en ligne gratuite. Pour le démarrage du projet, une convention est signée entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et l'INPHB de Yamoussoukro. Ça va régler en partie le manque d'enseignants dans certains domaines. Il faut que nous puissions avoir des partenaires qui développent des cours qui sont accessibles à nos enseignants, à nos étudiants aussi, de sorte que là où on a le moins d'enseignants dans le domaine, avec l'appui des partenaires, les étudiants puissent suivre le cours. C'est un défi important. On essaiera aussi de chercher des solutions locales pour que au moins les vidéos d'un certain nombre de MOOC puissent être vraiment accessibles facilement aux étudiants. Et on compte aussi sur toute la collaboration de l'équipe technique pour que l'infrastructure existante puisse être utilisée au mieux, qu'on la complète et que tout ça puisse être rapidement disponible aux étudiants. Ce partenariat entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique fédérale de Lausanne repose sur des programmes de recherche et d'enseignement. L'objectif est clairement affiché, améliorer la qualification des enseignants et des étudiants, mettre à niveau les infrastructures de l'INPHB devant permettre aux étudiants d'avoir accès aux cours à distance. Hier, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a tenu une rencontre avec les opérateurs des grandes surfaces de distribution. Alaquadio-Rémy leur a demandé de faire la promotion des emballages réutilisables dans leurs boutiques et magasins, comme le veut le gouvernement ivoirien, nous explique Maïsako. Repoussé à 2 reprises, l'entrée en vigueur du décret portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques est prévue pour les prochains mois. Avant cette échéance, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a échangé ce jeudi avec les opérateurs des grandes surfaces de distribution et acteurs du secteur. Alaquadio-Rémy a demandé à ses interlocuteurs d'aider le gouvernement à faire la promotion des contenants réutilisables à travers leur vente ainsi que celle des sachets à usage unique dans les différents magasins, boutiques et supermarchés. Une façon pour eux de contribuer à la diminution, voire la disparition des centaines de milliers de déchets plastiques du paysage ivoirien. Le gouvernement veut orienter le comportement des populations vers l'utilisation de contenants réutilisables. Pour favoriser cela, nous envisageons de faire en sorte qu'il n'y ait plus de contenants jetables qui soient gratuits. Nous avons donc testé cette recommandation auprès des professionnels de la distribution. Les opérateurs des grandes surfaces assurent être en phase avec la démarche du gouvernement. Ils expriment toutefois quelques préoccupations. Lorsque l'application sera prise, qu'on fasse en sorte que, bien entendu, on puisse encadrer les prix. Si, bien entendu, demain, le gouvernement décide que les emballages jetables seront refacturés. Plus de 200 000 sachets plastiques jonchent les rues ivoiriennes. Leur réduction, voire leur élimination, contribueront fortement à l'amélioration des conditions environnementales dans le pays.
En Côte d'Ivoire, les initiatives continuent de se multiplier dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Réunis en organisation, Vision émergente rassemble des jeunes qui se donnent pour mission de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire et ces jeunes veulent accompagner l'action gouvernementale en participant aux actions de prévention contre la maladie à virus Ebola. Le reportage de Christelle Mena. 13h, à Djamé, c'est un des plus gros quartiers commerçants de la ville d'Abidjan. Chaque jour, des milliers de personnes y transitent. La promiscuité est telle qu'il est impossible de faire 3 pas sans toucher une autre personne. Une seule goutte de sueur contaminée par Ebola pourrait infecter les milliers de personnes circulant dans ce quartier. Le scénario est effrayant. C'est donc aussi ici qu'il faut sensibiliser, comme l'a compris Vision émergente, une organisation de jeunes pour le développement. Nous sommes là ce matin pour vous expliquer un peu comment est-ce que le virus Ebola se transmet et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas donc attraper ce virus. Un commando de 16 bénévoles a investi les grandes artères du quartier. Mission, sensibiliser sur les moyens de prévention contre la maladie à virus Ebola. Une initiative de plus, mais pas de trop. Toutes les précautions qu'on prend pour laver les mains, l'hygiène, vraiment appliquer l'hygiène. J'espère que Ebola ne va pas arriver en Côte d'Ivoire et qu'on sera vraiment sauvé de cette maladie si grave. Nous lançons cette opération appelée OSE, Opération Zéro Ebola, pour pouvoir sensibiliser les populations ivoiriennes au risque d'infection au virus Ebola. Parce que nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons maintenir le virus Ebola hors des frontières ivoiriennes. On le répète encore, aucun cas de contamination enregistré sur le territoire. Une raison plus que suffisante de continuer à pratiquer les recommandations de prévention du ministère de la Santé. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter poignées de main et accolades et surtout ne pas consommer gibier et autres viandes de brousse. Et des mesures qui doivent être respectées par les populations. La gendarmerie nationale aux trousses des coupeurs de route. Son objectif est éradiquer les attaques sur les axes routiers et permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a rencontré les commandants de Légion, de la compagnie et d'escadron de San Pedro. Un nouveau plan de sécurisation est annoncé. On en parle avec Abou Sanogo. Depuis l'ouverture de la campagne Café Cacao, le phénomène de coupeurs de route connaît une expansion particulière dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions de San Pedro, de la Nawa et du Boclé. Face à ces individus qui sèment le désarroi parmi les opérateurs économiques de cette filière, surtout dans la zone de Soubré, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale est monté au créneau. En raison de cette traite de café et de cacao dans cette région, il y a une recrudescence d'attaques. C'est pourquoi j'ai demandé à mes collaborateurs, à commencer par le commandant de région de San Pedro et ses proches collaborateurs, de venir sur le commandement de façon à ce que nous puissions adapter la situation actuelle à la situation sur le terrain. Les commandants de légions, d'escadrons, de compagnies, de brigades et du groupe de sécurité portuaire de San Pedro étaient tous présents à cette rencontre. Au cours de cette séance de travail, c'est un état des lieux de la situation sécuritaire de ces régions qui a été effectué. Axes criminogènes, dispositifs sécuritaires, tout est passé au peigne fin. Objectif, créer l'insécurité chez les coupeurs de route. À l'issue, c'est un nouveau plan de sécurisation de la zone qui a été adopté, avec notamment le renforcement et la réarticulation des dispositifs existants. Aussi, pour permettre à ce nouveau dispositif d'avoir les résultats escomptés, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale souhaite-t-il avoir l'adhésion des populations. Demandons à la population de nous aider à travers les informations pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et pour nous permettre d'être au plus près de ces populations. Ces nouvelles mesures permettront sans nul doute de juguler le phénomène des coupeurs de route, rétablir la quiétude au sein des populations et favoriser l'activité économique dans le district du Bassa-Sandra. Ouvrons la page politique de cette édition avec ce séminaire de formation des cadres du RDR. C'est un séminaire pour identifier et valider la stratégie et les plans d'action pour promouvoir les cadres du Rassemblement des Républicains, nous explique Gabriel Zani. Comment mieux insérer les jeunes républicains dans le tissu socio-professionnel? Comment aider certains cadres du Rassemblement des Républicains à rendre plus dynamiques leurs entreprises? Ce sont autant de questions analysées au cours des travaux tenus à l'attention des cadres républicains. Ce séminaire pour évaluer la stratégie de promotion des cadres du parti vient donc à propos. De nombreux cadres de notre parti, du fait de la longue lutte, ont été marginalisés et tenus loin de la gestion des affaires.
Les jeunes à la recherche d'un premier emploi trouvent l'attente trop longue. Selon le ministre Adama Bictogo, un parti repose sur des hommes et des femmes déterminés. Le parti doit donc créer les conditions de promotion de ces cadres pour qu'ils fassent valoir leurs compétences en vue de servir le pays. Tous ceux qui ont la chance d'accéder à des postes doivent se donner les moyens de pouvoir tirer les autres, afin que le cadre que vous êtes puissiez faire valoir vos compétences au profit et du parti et de la Côte d'Ivoire. 40 participants ont examiné les questions liées à la situation des cadres, à leur positionnement à des postes de management dans le privé, le public et à la reconnaissance du mérite des cadres du parti. Soyez-en sûrs, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est reconnaissant à tous ces cadres et à tous les militants qui ont porté cette longue lutte. C'est pourquoi la direction du parti a créé un secrétariat national pour proposer des solutions idoines. C'est le premier séminaire organisé par le RDI pour évaluer les attentes des cadres du parti. Les membres du bureau politique de l'UDPCI viennent d'effectuer une tournée dans la région de Bouaké. Ils sont allés expliquer aux militants de leur parti les motifs de l'appel du président du PDCI RDA, appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Le bureau politique de l'UDPCI réaffirme son soutien à l'appel de Daoukro par le président du PDCI RDA avec l'envoi de ses délégations sur le terrain. Kiagba Laurent, secrétaire général de l'UDPCI à la tête d'une délégation, a, à travers son arrivée, rallumé la flamme militante de l'UDPCI à Bouaké. Le messager de l'UDPCI a eu 2 séances de travail. L'une au centre culturel Jacques Aka avec tous les militants de base de la ville de Bouaké. Et l'autre, l'après-midi, avec la chefferie traditionnelle. Le secrétaire général de l'UDPCI a expliqué les motifs de l'appel du président Henri Konabédié. Appel pour la candidature unique du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. Nous avons insisté sur le fait qu'il y a eu l'appel de Yamoussoukro, qui est l'appel des militants et militantes de l'UDPCI. Et cet appel vient d'être consolidé par l'appel du président Bédié à Daoukro. Nous estimons que dans une nation, dans le monde entier, pour qu'on se réveille, un petit coq chante, et quand un grand coq a chanté, ça consolide le réveil des uns et des autres. Donc le président Bédié vient de chanter, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat. Les membres de la délégation de l'UDPCI ont ponctué leur tournée par une visite dans les domiciles des leaders locaux de leur parti. Mercredi dernier s'est déroulée la finale d'Elite Model Look Côte d'Ivoire 2014, partenaire avec la RTI. Elite Model a organisé un casting regroupant 3 pays, le Congo, Brazza, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 13 filles étaient en compétition et après délibération du jury, c'est l'Ivoirienne Awa Sanogo qui a été la lauréate de ce casting final. Félix Amani, Christelle Mena. Tour de poitrine 85 cm, tour de taille 64, tour de bassin 93, le tout distribué sur ses 1,81 m pour 61 kg. Awa Sanoko, 19 ans, est le mannequin lauréat de la finale du concours Elite Model Look Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Ivoirienne représentera les 2 régions sur le thé de la grande finale de Hong Kong. Tapis rouge vers une carrière internationale dans la mode, un rêve de petite fille. C'est depuis que j'ai commencé à marcher et ce rêve a commencé à vivre en moi, c'est devenu une vraie passion et j'ai juste envie de faire ça toute ma vie parce que j'adore ce métier. Elles ont été des milliers à se présenter à ce grand casting Elite Model Look Afrique de l'Ouest et du Centre. Elles n'étaient que 13 du Sénégal, du Congo et de la Côte d'Ivoire à participer à cette finale. Ça a été l'événement de ce mercredi 15 août 2014, une grande première pour la Côte d'Ivoire. Au ficelle, la branche Afrique de l'Ouest et du Centre de la célèbre agence Elite, la radiodiffusion télévision ivoirienne et d'autres partenaires. Paris largement gagné. Ouais. Largement gagné. C'est un pari qu'on a pris avec Elite. C'est un événement très très important et le plus grand événement de ce type au monde. Je pense que ce soir, c'est Paris gagné. Hein. Une réussite qui augure plutôt bien. Rendez-vous en 2015 pour une nouvelle édition. Awa, quant à elle, se prépare pour le 2 décembre, jour de la grande finale. Elle affrontera les candidates de près de 60 pays.
Toutes briguent un contrat de 3 ans avec Elite Model, la plus prestigieuse des agences internationales de mannequins. Voilà, bravo à l'Ivoirienne. Le Nigeria a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le groupe islamiste armé Boko Haram, mais l'incertitude demeure sur la libération de plus de 200 lycéennes dont l'enlèvement mi-avril avait suscité un émoi international. Voilà à présent le reste de l'actualité en Afrique. En bref, on reste au Nigeria où 59 soldats sont jugés devant le tribunal militaire d'Abuja pour n'avoir pas combattu Boko Haram. Pour avoir refusé de combattre contre les islamistes de Boko Haram dans le nord du Nigeria, 59 soldats sont jugés devant un tribunal militaire d'Abuja. Accusés de mutinerie, tous ont plaidé non coupables. C'est le 3e procès du genre en 2 mois. De nombreux soldats se plaignent de ne pas être assez équipés face à la violence de Boko Haram. En Afrique du Sud, le procès d'Oscar Pistorius n'est pas encore terminé. Après 7 mois d'audience, l'accusation et la défense se sont livrés à une ultime passe d'armes ce vendredi. Le procureur a requis 10 ans de prison. L'avocat de l'athlète paralympique a plaidé pour une peine de travaux d'intérêt général. La sanction sera connue mardi 21 octobre. Et avant de nous séparer cette information, CAN des femmes en Namibie, qualification des Ivoiriennes pour les demi-finales après le match nul obtenu, 1 but partout contre la Zambie cet après-midi. Et c'est sur cette bonne nouvelle que nous nous disions au revoir. On se retrouve demain à la même heure, 20 h.